Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final au quiz à suivre. Exactement, et je vous ai préparé comme d'habitude un petit indice sonore. Oh, et si j'étais riche. On l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Yvan Rebroff, la Russie. Bah, oui, dites mais donc, oui, mais là, Yvan Rebroff, il est multicarte, Ah, il peut servir à d'accord, plein vous de nous le choses. sortez. Ouais, mais enfin, vous connaissez Stéphane, que ça comme mais- musique. Ouh là là. Vous pourriez nous mettre Caline, Cacaline je, ou... je peux déjà vous dire que c'est pas Stéphane qui va gagner ce Seul sur quiz. la Stéphanie, Oh non, je m'en c'est un vais très bon tristement. choix. C'est un J'aime très bon beaucoup choix. Yvan Ouais, Rebroff. merci. Mais non, mais là, je vais pas vous parler de Russie, Et- je vais vous parler de richesse. richesse. D'hommes Ah, riches, d'accord. simplement. Voilà. Oh, ok, Alors, donnez-moi ok. un autre exemple. Voilà, une chanson où on parle de richesse. Monnaie, Yes, je monnaie. suis brésilien, j'ai de l'or et j'habite Rio de Janeiro. Voilà. C'est trop jeune ce que vous dites. C'est trop moderne. C'est trop Clémentine. moderne. Oh, Bon, avant cet indémodable. affrontement à coup de quiz historique, c'est Clémentine Portier-Cazenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur le prisonnier le plus célèbre de l'île d'Elbe, Napoléon Bonaparte, qui a filé droit, non pas à Détroit, mais vers la France et en bateau, en 1815, pour rejoindre Golfe-Juan, près d'Antibes. Bon, il n'était pas tout seul. Hein, Il Clémentine. était loin d'être tout seul, parce que si je ne prétends pas posséder tous les secrets du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan, en revanche, je pense certains détails que l'on ignore généralement. Alors d'abord, pourquoi Napoléon quitte-t-il l'île d'Elbe? Bon, il y a plein de raisons naturellement. Il a dirigé un immense empire et là tout d'un coup, son petit royaume fait 22 km². L'île d'Elbe est peuplée de 1200 habitants. Il a quand même régné quasiment sur l'Europe entière, Napoléon. Sa femme et son fils n'ont pas pu le rejoindre, c'est une seconde raison. Le roi de France refuse de lui verser la somme qui devait lui être allouée, ce qui l'oblige à licencier sa garde à l'île d'Elbe. Il n'est pas content. Et d'autre part, il a quand même vent d'un projet des diplomates du Congrès de Vienne de préparer sa déportation à Sainte-Lucie ou à Sainte-Hélène. Et les Anglais ont même parlé de Bethany Bay, un bagne australien. Donc Napoléon, depuis son île d'Elbe, il commence à être inquiet, d'autant qu'il a aussi eu vent de projets de Louis XVIII de le faire assassiner. Alors c'est décidé. Il va quitter l'île d'Elbe. Le dimanche 26 février 1815 au soir, il embarque à bord du brick l'Inconstant. Oui, ça c'est un peu fâcheux comme nom. C'est pour ça que j'ai préféré citer l'abeille et l'étoile, parce que l'Inconstant, évidemment, ça la fout mal. Mais avez-vous une idée du nombre de bâtiments qui participent à ce débarquement de Napoléon à Golfe-Juan? Vous diriez combien de bateaux, combien d'hommes quand Moi, j'aurais Napoléon... dit 10 bateaux. Oui, c'est ça, une Mais- quinzaine. Oui, c'est ça, parce que je pense que on l'imagine comme ça, comme dans le film d'Abel Gance, tout seul sur sa barcasse. En effet, c'est une flottille de 7 bâtiments. Ah, voilà. Et il y a des felouks, il y a les bâtiments, il y a le Saint-Esprit, la Caroline, le Saint-Joseph, des bateaux barbaresques et à 3 mâts. Et donc les felouks, la mouche et l'abeille. Et la flottille comporte entre 1000 et 1200 hommes. Donc c'est quand même, c'est pas un très très important dispositif, mais enfin il est loin d'être tout seul. Bon, il a mis sa tenue légendaire, ça c'est de la com, c'est très important. Donc son vert à parement rouge, culotte de casimir blanc, redingote grise et son large chapeau de castor noir. Il faut qu'on puisse le reconnaître de loin. Et en montant à bord de l'Inconstant, il s'écrie « Le sort en est jeté ». Bon là, ça n'a pas été très puissant comme inspiration. La flottille prend la mer et alors tout de suite on est dans la communication, parce que tous les officiers et les soldats qui savent écrire à bord des bateaux se mettent à recopier des centaines d'exemplaires des 2 proclamations, l'une au peuple, l'autre à l'armée, que l'empereur déchu a rédigé la nuit précédente. Imaginez cette flottille, ces bateaux, ces 1000 hommes qui sont là à écrire. Il n'y a évidemment pas de photocopieuse à l'époque. Combien de temps, à votre avis, combien de temps faut-il pour aller de l'île d'Elbe jusqu'à Golfe-Juan? Vous voyez à peu près où sont les deux, en bateau. Quelques jours, pas plus. Oui, c'est ça. Il faut 5 jours, quand même 5 jours. Et le 1er mars à l'aube, la flottille arrive à hauteur du cap d'Antibes. Et là aussi, si vous voulez, pourquoi est-ce que Napoléon a choisi de s'arrêter là, de venir débarquer dans cette petite baie où il n'y a que quelques cabanes de pêcheurs? C'est tout simplement parce que quand il était jeune homme et qu'il a participé au siège de Toulon, il a été reconnaître les différentes plages et il connaissait très bien cette rade. C'est lui qui a jadis armé les batteries à cet emplacement même. Donc il sait très bien où il débarque. À 3h de l'après-midi, donc il débarque là, il installe son bivouac le long de la route de Toulon à Antibes.
On envoie Cambronne avec une cinquantaine d'hommes parce qu'il va falloir pouvoir manger pendant qu'on va remonter vers Paris. Se fait remettre 3000 rations par le maire de Cannes, qui d'abord est un peu réticent parce qu'il faut se mettre à sa place. Il va débarquer l'empereur, mais il y a eu la Restauration, donc le roi de France c'est Louis XVIII. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez face à Napoléon et à peu près 1 millier d'hommes comme ça? Il a finalement donné quelques rations. Les gens étaient plutôt stupéfaits et pas très joyeux, enfin plutôt interloqués de voir débarquer Napoléon. La foule n'est pas hostile, mais on peut pas dire qu'elle soit non plus enthousiaste. Hein. Et alors après, on part, c'est la fameuse route Napoléon. Napoléon marche en chemise, un bâton à la main, en chantant très faux. Hein. On imaginait ça, il aimait bien le bel canto. Et ils ont fait quand même entre 40 et 50 km par jour, ce qui est quand même important. Et il y a le fameux épisode de la Fraye. On ne peut pas résister à le raconter quand le 5e bataillon lui fait face et il s'adresse à eux, soldats du 5e. « Je suis votre empereur, reconnaissez-moi. » Puis ouvrant sa redingote grise, il fait encore un pas et ajoute « S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, il peut le faire, me voilà. » Ça, c'est quand même une des scènes majeures de l'histoire du Premier Empire, et c'est magnifique. Bon, on connaît la suite, mais alors le détail moins connu, c'est que si Napoléon n'a rencontré aucune opposition avant La Fraye, donc près de la Mure d'Isère, près de Grenoble, c'est parce que Louis XVIII n'a été informé que le 5 mars du débarquement, qui s'était produit donc 4 jours plus tôt à Golfe-Juan, parce que pendant tout ce temps, et ça je vous l'avais déjà raconté, me semble-t-il, c'est que la dépêche, vous savez, on communiquait les nouvelles par le télégraphe chape, cette espèce de grand sémaphore. Et là, la dépêche a été interrompue par le brouillard. C'est en histoire, on appelle ça le facteur climat, c'est-à-dire comment les conditions météo jouent un rôle majeur dans l'histoire. Et bien là, si Napoléon a joui quand même d'une certaine tranquillité pour remonter vers Paris, c'est à cause du brouillard. En tout cas, sachez, ça se passe au printemps, hein, un petit peu avant le printemps, c'est tous les ans, le 1er mars, vous pouvez aller à Golfe-Juan et on organise là-bas, sur place, une grande manifestation autour de ce fameux débarquement de l'Étoile, l'Abeille et l'Inconstant. Merci Clémentine.